Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et le privilège d'interviewer Dr Mario Beauregard, qui est un neuroscientifique québécois qui est très reconnu internationalement. Pour avoir la chance de connaître un petit peu Mario par différents projets de recherche qu'on a, en fait, c'est vraiment pour moi une personne exceptionnelle de cœur qui, selon moi, tout le monde intéressé par le croisement de la science et la spiritualité devrait connaître. Mario, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette entrevue-là. Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu juste parler un petit peu qui tu es, tes intérêts Oui, scientifiques? oui. Je suis un gars qui vient de la Terre, des cantons de l'Est. Et au niveau de mes études et tout ça, je me suis formé d'abord en psychologie. J'ai un bac en psychologie à l'Université de Montréal, puis un doctorat en neurosciences. Puis par la suite, je suis allé étudier aux États-Unis pendant quelques années à l'Université du Texas, à Houston. J'ai fait un stage postdoctoral là-bas, puis je me suis perfectionné au niveau de... À l'époque, c'était assez nouveau, les techniques d'imagerie cérébrale là, qui permettent de voir ce qui se passe dans le cerveau durant toutes sortes d'activités mentales. Et puis, lorsque je suis revenu à Montréal en 1994, j'ai travaillé quelques années à l'Institut neurologique de Montréal, là, qui est très, très fameux, qui est affilié à McGill. Et par la suite, pendant 15 ans, j'ai travaillé à l'Université de Montréal comme chercheur. Puis maintenant, je suis rendu affilié au département de psychologie de l'Université de l'Arizona. OK. Et bon, de ce que je comprends, tu as un intérêt pour la spiritualité Oui, particulièrement important. oui, ça c'est lié à des expériences personnelles que j'ai eues à partir de l'enfance. OK. Mes parents, c'était pas des mystiques, c'était des catholiques romains, comme la plupart des gens à l'époque dans la province de Québec. C'était des gens moyennement religieux, mais pas des gens qui avaient des expériences, tout ça. Mais moi, j'ai commencé à avoir ce genre d'expérience-là très jeune. Puis ça a influencé Quel type beaucoup. d'expérience, tu dirais? Ben, par exemple, on avait une petite terre où il y avait du bois, des champs, tout ça. Puis souvent, j'allais me promener. Là, on parle de à peu près 8 ans. Okay. J'allais me promener dans les bois, les champs. Puis, bon, je me rappelle une fois m'être assis sur une grosse roche, puis avoir senti que finalement, il y avait une connexion profonde entre les arbres, les fleurs, moi, la roche, tout ce qui était là, finalement. À d'autres moments, j'ai eu comme un insight que finalement, notre essence, notre esprit, notre principe spirituel, on ne pouvait pas le réduire au cerveau. Mais il fallait démontrer ça. J'avais comme le sens d'un plan de vie, si tu veux, très jeune. Puis c'est ça qui a été la motivation. Puis c'est toujours la motivation, d'ailleurs, aujourd'hui, 40 quelques années plus tard, qui explique le genre de recherche que je fais maintenant. Fait que cet appel-là, ça a commencé comme très jeune. Très, très jeune. Oui. Puis j'étais très, très spirituel, finalement. Puis mes parents m'ont envoyé dans un séminaire au niveau secondaire et tout ça. Je pensais qu'ils voulaient faire un curé avec moi, mais finalement, c'était la science plus que... Puis j'étais assez retard pour les pères au séminaire parce que je remettais en question leur dogme, puis ça continuellement. Okay. Donc, ils m'ont dit non, tu vas faire un bon scientifique. Tu as le sens critique trop développé pour... donc, va vers ça. Puis c'était... donc, ma motivation, c'était d'arriver à utiliser les outils de la neuroscience pour élucider c'est quoi les rapports, finalement, entre l'esprit, le cerveau, l'âme, au niveau spirituel, tout ça. C'était ça, finalement. Puis, donc, c'est ça qui m'a amené à faire les études que j'ai faites par la suite, puis qui ont circulé un peu partout sur la planète. OK, c'est super. Puis j'aimerais ça aujourd'hui qu'on parle un petit peu justement de ce que tu appelles la connexion intérieure. Oui. Parle un petit peu, c'est quoi ça, à quoi ça sert, comment ça se fait? Oui. Bien, ça a découlé de travaux de recherche que j'ai fait justement avec, au niveau des états spirituels, des expériences spirituelles. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Donc, j'ai été le premier sur la planète à prendre une technique d'imagerie cérébrale, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, puis aller voir dans le cerveau. C'était des carmélites à l'époque. On a fait ça fait déjà plusieurs années. On voulait voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'ils étaient dans un état, ce qu'ils appelaient un état de contemplation, donc un état d'union avec Dieu, selon leur terminologie à elle. Donc, alors, on a fait ça. Puis, on a aussi mesuré avec un appareil qu'on appelle l'électroencéphalogramme. Ça mesure l'activité électrique dans le cerveau. Mm-hmm. Donc, on a ramassé pas mal d'informations. Et avec ça, on a comparé avec des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente suite à un arrêt cardiaque.
On voulait voir si le cerveau avait changé après ces expériences-là. Parce qu'il y avait beaucoup de ces gens-là qui disaient qu'ils étaient capables de se reconnecter à la lumière qu'ils avaient contactée dans l'expérience. Alors, on a comparé avec les carmélites. On a vu que c'était pas mal les mêmes choses, finalement. Donc, peu importe le langage, les terminologies, les croyances impliquées, lorsque les gens vivent des expériences spirituelles, puis ça a été confirmé dans d'autres laboratoires, pas juste dans le mien, on voit beaucoup d'ondes très lentes. Donc, le cerveau ralentit beaucoup sa vitesse de traitement de l'information dans différentes régions. Alors, donc ça a été publicisé par toute la planète. Puis souvent, les journalistes me disaient, pardon, mais en quoi ça aide monsieur, madame, tout le monde? Comment on pourrait aider les gens à atteindre des états comparables? Est-ce que c'est possible? Ouais. J'ai réfléchi à ça. J'étais au courant d'un phénomène qu'on appelle la réponse d'entraînement cérébral, qui a été découvert il y a une quarantaine d'années par un chercheur à New York. C'est finalement le fait que quand tu stimules le cerveau, soit avec des lumières, des sons, peu importe, la fréquence de la stimulation va influencer la vitesse de traitement de l'information, donc la vitesse des ondes cérébrales dans le cerveau. Les ondes du cerveau entrent en résonance, donc elles vibrent aux mêmes fréquences au bout d'un certain nombre de minutes. Donc, concrètement, si on prend des sons de basse fréquence, une fréquence qui correspond aux ondes θ, par exemple 4 à 6 ou à 7 cycles par seconde, on présente ça aux gens, même si les gens ont des ondes très rapides dans leur cerveau au début de la stimulation, au bout d'une dizaine de minutes, si tu mesures avec l'électroencéphalographie, tu vas voir qu'ils se mettent à générer beaucoup d'ondes lentes aussi, donc des ondes θ. Alors, en utilisant cette approche-là, on peut modifier ou élargir le champ de conscience des individus très rapidement, sans effort. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout les efforts nécessaires en état de méditation, par exemple. Ouais. Les histoires de posture, la respiration, le contrôle de l'attention, tout ça. Il y a des gens à qui ça ne convient pas du tout. Alors, ça, c'est une approche pour des paresseux. Comme moi, par exemple. Où là, tu peux rentrer dans des états vraiment élargis de conscience rapidement, sans faire d'effort. Donc, ça, dans les 2 dernières années, j'ai testé ça avec avec des centaines de personnes maintenant, parce que je me suis promené à différents endroits. J'ai ramassé des données là-dessus. Et là, j'ai découvert que si on guide les personnes une fois que le cerveau change d'état, on peut les amener à vivre des expériences spirituelles profondes. On peut les amener aussi à aller chercher des informations sur un mode intuitif parce que les personnes peuvent arriver à se connecter avec leur essence au niveau spirituel. Moi, j'appelle ça le supraconscient. Il y a des gens qui parlent d'un moi supérieur aussi. C'est synonyme. Donc, c'est comme la partie de nous-mêmes, de notre psyché, mais qui est connectée à notre dimension spirituelle, notre essence, si on veut. Alors, avec cette approche-là, on peut travailler de cette façon-là pour aller, par exemple, aider des gens à se libérer de patterns émotionnels négatifs, chroniques, qui traînent dans leur vie depuis très longtemps, suite, par exemple, à des traumas. J'ai rencontré plusieurs personnes qui avaient subi des abus physiques, psychologiques dans l'enfance, souvent à caractère sexuel, qui sont restés traumatisés pendant longtemps. Lorsqu'ils rentrent dans l'état de conscience élargie, avec donc les sons sont insérés dans une trame musicale. Alors, les gens n'entendent pas, ils ne perçoivent pas les sons en tant que tels. Ils entendent une musique. Ouais. Une musique de relaxation, méditation. Sauf que leur cerveau entre en résonance. Puis une fois qu'ils sont dans un état élargi de conscience, ils s'identifient beaucoup moins à leur petit moi. C'est-à-dire que leur définition de leur identité s'élargit grandement. Mm-hmm. Ils deviennent quelque chose de plus grand. Et là, dans cet état-là, ils peuvent contempler toutes les mémoires pénibles, douloureuses, sans avoir de réaction marquée sur le plan psychologique. Ils sont aussi mieux en mesure d'identifier leurs croyances limitatives et tout ça. OK. Ouais. Donc, avec cette approche-là, on peut faire du ménage aussi au niveau des croyances limitatives. On peut remplacer ça par des croyances émancipatrices, beaucoup plus larges. On peut aider les gens aussi à se connecter, à aller chercher les informations importantes par rapport à leur vie, au niveau, par exemple, du plan de vie. Ouais. Ça, il y a des gens qui ont été capables d'aller trouver des informations importantes, qu'ils ont permis de se réorienter de façon très différente dans leur vie. J'ai vu ça.
Aussi, les gens parfois semblent avoir des contacts avec des mémoires, mais qui viennent de ce qu'on pourrait appeler des vies antérieures ou des vies parallèles, mais qui peuvent expliquer certains événements actuels de leur vie. Il y a aussi souvent des contacts avec des entités spirituelles, Ouais. ce que ces gens-là interprètent comme des guides spirituels, par exemple, des êtres de lumière, etc. Ouais, ouais. Et puis, il y a des états parfois extatiques. Les gens, il y a comme une ouverture du cœur qui se produit. Il y a comme une fusion avec le niveau spirituel. Puis ça, c'est très, très puissant pour les gens, là, vivre ça. Puis ça, je me suis promené à différents endroits, en Europe, au Québec, aux États-Unis, un peu. Puis les gens partout réagissent tous de la même façon. Donc, j'ai l'impression que c'est l'utilisation des sons, comme ça, insérés dans les traits musicales, avec la réponse d'entraînement du cerveau. C'est une façon de permettre aux gens d'aller syntoniser des chaînes, si on utilise l'analogie de la radio ou de la télévision, qu'en général, ils ne syntonisent pas du tout. C'est comme si notre taux vibratoire change d'une certaine façon, dirais-tu? Oui. Ou, Ouais. Aussi, c'est comme si finalement, au début de la télévision, les gens avaient accès à 2, 3 chaînes, les chaînes nationales ou provinciales, tout ça. Il n'y avait pas plus que ça. Avec l'ouverture, avec le câble, ben là, il y avait un choix beaucoup plus grand. Donc maintenant, mais jusqu'à ce moment-là, ou si toi, tu n'as pas le câble, ton téléviseur, il peut aller capter d'autres, il peut aller chercher des ondes électromagnétiques émises par différentes stations. Mais si tu n'es pas conscient de ça, tu ne sais pas que c'est possible, tu le fais pas, tu n'y vas pas. Puis t'as pas. Ouais. Donc, quand tu découvres toutes les nouvelles chaînes, bien là, tu as accès à toutes les informations nouvelles qui peuvent grandement t'aider. Donc, c'est une analogie qu'on peut utiliser par rapport à cette approche. Ben oui, ben oui. C'est comme si on syntonise le cerveau à une autre fréquence pour accéder Oui, justement. parce que le cerveau lui-même, il est neutre dans tout ça. On peut, dans les dernières années, là, les dernières décennies, on a vraiment découvert que c'est un organe qui est très plastique, flexible. On peut le transformer beaucoup. On peut le transformer non seulement au niveau du fonctionnement des régions, mais même leur structure. Dans mon laboratoire, on a fait plusieurs études, on a montré des changements au niveau de la matière blanche, la matière grise. OK. Suite, par exemple, à certains types de méditation pleine conscience, un entraînement par neurofeedback aussi, des expériences spirituelles également, ça transforme le cerveau. Tout, en fait, transforme le cerveau. C'est une question d'intensité. À long terme? Et même à court terme. On a même OK. testé chez des gens, après seulement 2 mois de neurofeedback, il y avait déjà des changements au niveau même de la structure. Matière blanche, matière grise. Ça peut être très rapide. Rapidement, la matière blanche, matière grise. La matière grise, c'est les neurones. OK. Donc, plus de neurones, la densité augmente. Alors que pendant un siècle en neurosciences, on pensait que les neurones, ça ne pouvait pas se reproduire. Donc, on dégénérait pendant toute la vie. Maintenant, on a compris que non, on peut vraiment produire de nouveaux neurones tout au long de la vie. Plus lorsqu'on est jeune, mais quand même, la plasticité existe pendant toute la vie des individus. La matière blanche, bien ça, c'est les fibres, ce qu'on appelle des axones, qui relient les neurones entre eux, les connexions entre OK. eux. Ouais. Donc, on a un pouvoir énorme, mais la plupart des gens ne sont pas conscients de ça. Mais on peut vraiment transformer cet outil-là, le cerveau. Puis c'est un outil extraordinaire parce que c'est notre interface avec quelque chose d'infiniment plus grand que soi, au niveau physique, là. Ah, c'est intéressant parce qu'en hypnose spirituelle, c'est les mêmes types de phénomènes qui se passent. Hein? Oui, Fait que oui, tout à fait. Donc, on peut on peut utiliser des suggestions sur le plan verbal ou d'autres. On peut aussi stimuler le cerveau d'une autre façon. Mais c'est intéressant de combiner les deux. Exact, pour aller voir ce qui se passe. Oui, tout à fait. Ah, c'est super intéressant, ça. Et puis cet état-là de connexion, est-ce qu'il y a des sensations? Est-ce que la personne le sait quand elle est là? Ouais. Oui, tout à fait. Comment tu décrirais cet état-là? J'ai pris beaucoup de notes par rapport à ce que les gens me rapportaient, là, parce que j'ai vu aussi des gens sur une base individuelle. J'en ai fait un peu, mais surtout en groupe à date. Mais j'ai noté tout ça. Puis les gens ont comme une certitude. Ils savent que maintenant, ils sont connectés avec une partie d'eux-mêmes à un autre niveau. Ouais. Leur partie spirituelle. Puis on peut utiliser différents termes pour désigner ça.
c'est accompagné d'émotions très positives. Donc, très souvent, les gens pleurent, ont des larmes de joie. Ils sont très paisibles. Ils ressentent beaucoup d'amour inconditionnel de la part de ce niveau-là d'eux-mêmes aussi. Ça fait tomber le stress. Et puis, c'est très bénéfique au niveau du corps, sur le plan physique aussi. Ça permet de relâcher les tensions et tout ça. Évidemment, ce n'est pas une seule session qui règle nécessairement tout ce qui est accumulé depuis... Parce que c'est un entraînement, c'est ça, c'est une pratique, exactement. C'est quelque chose que... Oui. Ouais. Mais, c'est utile d'être guidé là-dedans, je présume. Bien, c'est ça. C'est qu'au début, je faisais rien. Je laissais les gens écouter la trame musicale avec qui contient les sons. Bon, il y a des gens qui allaient plus loin, il y en a d'autres moins. Là, j'ai compris que j'ai eu moi-même l'intuition qu'il fallait les guider dans ce processus-là. Si on les guide, par exemple, on leur demande de créer comme un des exercices que je fais faire, c'est le sanctuaire intérieur. Donc, c'est de se créer un endroit dans lequel les gens sont très bien, en sécurité. Donc, c'est de l'imagerie mentale, visuelle. Et là, une fois qu'ils sont là, on leur demande d'inviter leur essence spirituelle, leur moi supérieur. Donc, ils utilisent ce terme-là. Ouais. Ce qu'ils appellent, les Américains appellent le higher self. Higher self, ouais. Donc, alors les gens font ça. Et là, ils vont, la plupart du temps, ça prend quelques minutes. Et là, il y a un contact qui est établi. Puis c'est sous différentes formes. Ça apparaît sous une forme qui est significative pour l'individu. Il y en a pour qui ils voient ça sous forme d'un soleil. Mais il y en a d'autres qui voient, c'est un animal qui est cher, qui est près d'eux, par exemple, un animal domestique. Donc, ça prend la forme de leur animal domestique. Mais ça entame un dialogue, puis ça échange l'information aussi de façon énergétique avec l'individu. Donc, les gens qui sont versés dans... Moi, je ne suis pas un expert au niveau des chakras, de l'énergie, mais ce qu'on me rapporte beaucoup, c'est ouverture au niveau de la région du cœur, puis au niveau de ce qu'ils appelle le chakra couronne. Donc, ils sentent beaucoup. Ils sentent comme l'énergie qui descend par la tête, dans le corps. Puis ça, c'est accompagné de la réception de toutes sortes d'informations à ce moment-là. Et on peut faire des choses là-dedans, comme je disais, au niveau des... donc, on peut amener des gens à visualiser leurs croyances limitatives ou leurs émotions négatives, leurs patterns, comme quelque chose de l'information, de l'énergie, quelque chose de subtil, qui est comme dissous dans la lumière du moi supérieur, par exemple. Ça, c'est un des exercices qu'on fait. Et ça, pour certaines personnes, ça peut être très, très puissant. Ouais. Fait que c'est des ateliers que tu donnes? Oui, ça? Des ateliers de quelques jours où au début, je donne la théorie, j'explique les bases, un peu comme on le fait présentement. Puis après ça, bien, il y a une vingtaine d'exercices pour le reste de la fin de semaine. Puis là, on passe en revue tous les différents aspects de la vie des gens, au niveau des émotions, les croyances. Donc, dans la première partie, c'est comme si on faisait du ménage. Les gens ont l'impression de comme libérer des fers des pleurs, si on prend la métaphore de l'oignon, pour arriver au centre. Puis après, ils créent quelque chose de nouveau. Donc, il y a comme une recréation qui s'opère au niveau de la perception qu'ils ont d'eux-mêmes, de leur moi. Et c'est pour ça que ça s'appelle recréation consciente. C'est ça, exactement, oui. OK. Ah, ben, c'est super intéressant, ça. Oui. Et sachant tout ce que tu sais, toi, en neurosciences, oui. Comment ça s'intègre dans ta vie? Qu'est-ce que ça change dans ta vie, ces savoirs-là? Comment tu dirais que ça, concrètement? Là? Bien, pendant longtemps, dans les neurosciences puis les sciences en général, on donnait, au niveau de la biologie, la médecine, on donnait l'impression que les êtres humains, c'était des machines biologiques complètement contrôlées par leurs neurones, les messagers chimiques dans le cerveau qu'on appelle des neurotransmetteurs, comme la sérotonine, la dopamine, tout ça. Contrôlés aussi par leurs gènes, puis leur environnement. Donc, mais avec ces découvertes-là récentes dans les dernières décennies, puis les travaux que j'ai faits dans mon laboratoire, ce qu'on voit, c'est qu'au contraire, l'être humain n'est pas du tout une machine biologique. Le corps est un système biologique extrêmement impressionnant, vivant, mais il est en perpétuelle oscillation parce qu'on évalue qu'on a à peu près 100 trillions de cellules, puis d'échanges. Il y a des échanges au niveau chimique, mais il y a des échanges au niveau énergétique, au niveau de l'information, continuellement là-dedans. Donc, c'est comme une symphonie là, dans un vaste réseau psychosomatique. Puis nous, par notre conscience, on peut modifier l'équilibre de tout ça, continuellement.
Mais pour ça, il faut le savoir. Donc, le premier message, c'est qu'on n'est pas des machines biologiques complètement déterminées. On a une capacité énorme d'influencer ça. La limite de tout ça, on n'a pas encore découvert. Jusqu'où on peut aller, on ne sait pas. Parfois, il y a des guérisons là, qui semblent miraculeuses. Là. Si on comprendrait mieux, puis éventuellement, je suis certain que la science va s'intéresser à ça, puis ça commence, ben, on va pouvoir probablement amener les gens à être capables de produire des trucs comme ça, mais en se connectant à des niveaux supérieurs, au niveau des niveaux spirituels. Oui. Mais ces niveaux-là font aussi partie de nous. On a un inconscient, mais on a aussi un supraconscient. T'sais. Donc, si on apprend à travailler avec cette supraconscience-là, puis ça a été enseigné dans différentes traditions, historiquement au niveau ésotérique, certaines traditions spirituelles en ont parlé. Si on arrive à faire ça, on est capable de transformer l'être humain sur le plan du cerveau, sur le plan du fonctionnement, de sa structure. Donc, on permet à ce moment-là au cerveau de contacter, on parlait de chaîne télé ou de syntoniser de nouvelles fréquences. Oui. Et ça, c'est crucial de prendre conscience de ça pour le futur de l'évolution de l'espèce humaine. C'est révolutionnaire parce que ça peut transformer les vies des gens. Donc, par exemple, si quelqu'un est prédisposé génétiquement à la dépression, parce qu'on sait qu'il y a des prédispositions au niveau génétique, la personne n'est pas vraiment condamnée à... Ça ne s'exprimera pas nécessairement. Les gènes vont s'exprimer en fonction des facteurs de l'environnement, mais l'environnement, ce n'est pas simplement ce qu'on mange, ce à quoi on est exposé, c'est l'environnement interne sur le plan psychique, notre psyché. Ça aussi, maintenant, on sait par l'épigénétique que ça module continuellement l'activité des gènes. Donc, comme je le disais, notre capacité d'influencer tout ça, on n'en connaît pas encore la limite. Alors, moi, je conseille aux gens de garder l'esprit ouvert par rapport à tout ça, puis de réaliser qu'ils ont un pouvoir énorme. Ça, c'est très, très important. Et selon toi, est-ce que cette connexion-là au moi supérieur ou à la supraconscience, c'est quelque chose que dans le futur, ça va être de plus en plus utilisé dans les thérapies ou la guérison? Fort probablement, parce que j'imagine que lorsqu'on se connecte, j'ai vu par exemple des régressions spectaculaires avec des gens qui avaient des cancers en phase terminale, dans certains cas. Okay. Je ne peux pas jurer que c'est dû uniquement à ça. Il y a plein d'autres facteurs qui peuvent intervenir, mais j'ai vu ça très rapidement, après que les gens aient fait des séances, puis aient compris des choses. Donc, je pense que oui, dans le futur, il va y avoir un mariage de plus en plus grand de ce qu'on appelle la science et la spiritualité. Donc, la science va se transformer, puis elle va aller dans ce sens-là, probablement. Super. Bien, Mario, un gros merci. C'était un plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Si vous voulez me suivre sur Facebook, vous pouvez cliquer ici. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, à savoir qui je suis, cliquez ici. Et si vous n'êtes pas abonné à mes vidéos, si vous voulez être avisé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, bien, cliquez ici. Vous allez voir, ça se fait même sans que la vidéo arrête. Merci beaucoup et à la prochaine.